sens de la visite, Le monde de l'art dans vos oreilles. un podcast réalisé par Jérémy. Et Lisa Thomas. Dans ce nouvel épisode, vous allez suivre les pas et le nez d'un parfumeur dans les allées du musée du Louvre. Pour Patrice Revillard, notre guide du jour, mais surtout le créateur du laboratoire de parfums Maelstrom, l'art, la peinture et les natures mortes en particulier sont une véritable source d'inspiration dans son métier. Et pour créer un parfum, il faut être à la fois un peu chimiste, un peu artiste. Savoir combiner les matières premières, les fragrances, les essences, mais aussi enrober le tout avec une sensibilité artistique pour que, une fois humé, le parfum raconte une histoire et suscite des émotions. C'est donc avec l'objectif de dénicher des détails odorants et des odeurs évocatrices à l'intérieur des peintures que nous nous sommes retrouvés, avec Patrice, sous la pyramide du Louvre. Dans notre quête olfactive, on a d'abord commencé par le Hall Napoléon et l'exposition temporaire qui s'y tient actuellement, jusqu'au 23 janvier 2023, Les choses, une histoire de la nature morte. Au programme, dans ce répertoire d'images figuratives et symboliques, des fruits, des fleurs, des plantes, des aliments et toutes sortes d'objets du quotidien qui nous entourent. Nous avons continué ensuite avec les collections permanentes du musée, au premier étage de l'aile Denon, dans la grande galerie des peintures italiennes, puis dans celle des peintures françaises. Face aux œuvres, en prenant le réflexe d'y chercher un élément odorant, on découvre en soi une façon originale, instinctive et presque animale de regarder les œuvres. Une expérience inédite pour découvrir un musée et pour nous, l'occasion d'échanger avec un parfumeur sur les liens entre l'art et le parfum, sur son métier et sur des choses plus intimes. Car dès qu'on fait référence à l'odorat, on convoque inévitablement la mémoire, les sensations et les souvenirs. J'avoue avoir un peu un faible pour, dans les natures mortes en tout cas pour les fruits et les légumes. On débute la visite de l'exposition Les choses, une histoire de la nature morte par l'œuvre Coupe de cerises, prunes et melons de Louise Moyon. Je trouve qu'il n'y a rien de tel, particulièrement universel en tout cas, que les fruits et les légumes pour évoquer des odeurs. Une huile sur bois, peinte vers 1633 et conservée au musée du Louvre. Là on est face à un tableau où on a des prunes, des cerises et un melon qui est tranché. Et je trouve que l'odeur, elle est tout de suite, on peut se la représenter. Là, on est à quoi ? On est à 1 mètre, mais on voit que cette tranche de melon avec les pépins, ce petit côté brillant du fruit, ce petit côté juteux, on sent que c'est vivant. Et je trouve que ce souci du détail apporte l'olfactif, et l'olfactif le plus précis qui soit. Et là, vraiment, je trouve qu'il n'y a aucun doute pour se représenter l'odeur. Est-ce que tu peux me faire une description des odeurs que tu vois dans le tableau ? De toute façon, moi, celui qui attire le plus le nez quand je regarde ce tableau-là, c'est le melon là, qui est sur la droite. Déjà, olfactivement, dans les 3 éléments, entre la prune, la cerise et le melon, c'est lui qui est le plus olfactivement puissant aussi dans la réalité des choses, qui a ce parfum qui va être le plus vif et aquatique, et c'est lui qui, tout de suite, que je sens, c'est lui qui attire l'œil en tout cas, et qui attire mon nez, je sais pas dans quel sens, en tout cas lequel avant l'autre. Et ensuite, les cerises, ça sent pas grand-chose. Il est assez imposant d'ailleurs ce saladier de cerises, mais finalement, c'est pas ce qui sent le plus, la cerise à l'état naturel. Mais en tout cas, les prunes, moi, c'est une odeur que j'adore. C'est une odeur d'enfance. Ma grand-mère qui prépare des tartes, etc. C'est ces odeurs très juteuses, sucrées, presque caramélisées des prunes, même à l'état frais. C'est des odeurs très gourmandes. Et c'est assez fort olfactivement en tout cas. Il y a beaucoup de vocabulaire de milieux très différents qui te viennent naturellement quand tu décris des tableaux. L'odorat, c'est aussi du vocabulaire. C'est vrai, c'est un vocabulaire, mais que tout le monde a. En fait, il y a peu de vocabulaire qui est propre juste à l'odorat. À part puer, peut-être. Tous les autres adjectifs qu'on emploie pour décrire des odeurs, ils appartiennent à plein de champs lexicaux, à la peinture, à la musique, principalement. On va parler d'odeurs cristallines, claires, sombres. On va parler de notes olfactives, de notes aiguës ou plus graves. Enfin voilà, vraiment, c'est des vocabulaires qui sont compréhensibles par les novices. Oui, il y a un parfum qui vient de passer. Oui, là, il y a un parfum qui vient de passer, assez puissant d'ailleurs. Et ça peut déconnecter quand on est tranquillement en train de regarder quelque chose dans un tableau. Est-ce que tu as reconnu le parfum ? Non, là, j'avoue, je ne l'ai pas reconnu. Ça a l'air très moderne pour le coup, mais je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas tous les reconnaître. On a un petit Angel qui se promène dans la salle, je pense, parce que lui, on le reconnaît entre mille, et lui, on le sent dans un coin.
J'adore, moi, c'est comme quand on va au cinéma, c'est sentir les parfums des gens dans les salles. C'est vrai qu'un parfum, quand on y prête attention, ça peut déconnecter du moment qu'on est en train de vivre et j'ai l'impression d'avoir toujours cette odeur avec moi. Oula, alors là on est devant des tableaux qui sont très très forts. La boutique du boucher. Une huile sur toile de 1568 par Joachim Buckler, conservée au musée de Capodimonte à Naples. On est devant un tableau qui représente une boucherie, avec tous les morceaux de viande. On a une magnifique tête de vache au premier plan, complètement décharnée d'ailleurs. C'est assez puissant dans la représentation. On va de la viande brute d'ailleurs aux abats jusqu'à la viande transformée. On voit des saucisses qui viennent d'être préparées visiblement parce qu'elles sont encore bien luisantes. Elles sont pas sèches visiblement. Il y a des tout petits pieds de porc devant à côté des grands pieds de bœuf. C'est puissant, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce tableau. Il y a quelques personnages aussi. Il y a quelques personnages, ouais, notamment dans le fond, il y a une activité. On voit d'ailleurs que d'un côté, il y a les animaux qui sont en 1000 morceaux d'ailleurs, et de l'autre côté du tableau, on voit toutes ces personnes qui sont en train de s'activer dans les shops. Et d'ailleurs, la viande fait presque plus envie qu'eux, et elle a l'air presque plus vivante en fait. Et en revanche, les odeurs qui me viennent sont pas forcément des odeurs très vivantes, mais... C'est-à-dire ? En fait, c'est pas dégoûtant comme odeur. Moi, c'est pas des odeurs de putréfaction, loin de là, hein. On est vraiment dans une viande fraîche qui est censée être consommable et mangée. Et donc, c'est plutôt des odeurs de gras, de pelage, à la limite de bile et de boyaux ouverts. Mais bon, l'odeur qu'on sent d'ailleurs quand on rentre dans une boucherie, tout simplement, hein. C'est vraiment cette odeur, moi, je trouve, de gras et de sang un peu séché. Et d'ailleurs, c'est des odeurs familières pour moi, finalement. Je viens de Haute-Savoie, je suis né à la campagne, j'ai grandi à la campagne. Et quand on est rentré dans la salle, je l'ai vu direct, j'ai eu ces odeurs-là de gras, de sang, d'animaux aussi. Et en fait, forcément, la mémoire olfactive, elle revient direct. Et c'est vrai que les odeurs, c'est très lié avec les émotions, avec les souvenirs. Une odeur qu'on sent passer à un moment donné, ça nous ramène très souvent à un souvenir en particulier. Ah oui, c'est très intimement lié à la mémoire. On raconte d'ailleurs, et c'est scientifiquement prouvé, que le nerf olfactif par lequel passe l'information olfactive est le nerf le plus court en fait en lien avec le cerveau. Donc c'est pour ça que finalement on parle de puissance du souvenir olfactif, c'est qu'il est tellement rapide, il se maîtrise pas. C'est un flash. Et c'est ce que raconte notamment la Madeleine de Proust, etc. Et c'est vrai que oui, le souvenir en tout cas lié à l'odorat, c'est quelque chose de très très fort. Et quand on commence à savoir le repérer et à se rendre compte de la puissance de ces souvenirs olfactifs, c'est quand même particulièrement beau. On ressent quelque chose d'incroyable, je trouve. Cette œuvre-là, c'est assez marrant, elle me touche pas du tout. C'est pas de l'art qui, moi, me plaît. Par l'artiste héros Foodscape, un paysage de nourriture, une peinture de 1964, conservée habituellement au musée d'art moderne de Stockholm. Mais en fait, elle m'a évoqué tout de suite la nourriture très actuelle. On voit d'énormes plateaux de fromage, de fruits, de légumes, donc tout est un peu préparé. On a des plats derrière, ça pourrait être d'ailleurs des publicités dans des magazines, vous savez, des représentations de livres de recettes Tupperware, où voilà, il y a un sentiment... C'est très pop. Très très pop, ça fait très livre de recettes américain. Sur le haut du tableau, on voit plein d'étiquettes, de boîtes de conserve, de paquets, de bonbons, de fruits en boîte, de soupes, de sauces. Et le cartel indique que ce serait la représentation, en tout cas le souvenir d'une grande surface à New York. Et donc toute cette mosaïque de produits, ce que ça m'a évoqué, c'est assez drôle, c'est plutôt des odeurs de plastique en fait. Et d'un rapport à la nourriture très contemporain, où il y a un plastique qui interfère entre l'homme et son aliment. Pourtant on voit pas de plastique, c'est ça qui est dingue, mais c'est par les couleurs, très saturées, très pop, très industrielles. Puis on se doute devant un tel regroupement d'aliments et de produits qu'obligatoirement il y a eu du plastique à un moment donné pour les transporter, pour les conditionner, pour les amener sur cette composition finalement. Oui, exactement, je pense que c'est ça en fait. C'est une composition très synthétique, très fake en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs relatif à la place qu'on a vouée à l'odorat dans le quotidien. C'est que c'est devenu un sens qui a été longtemps mis de côté. Et pourtant, l'homme est censé sentir ce qu'il va manger. Donc c'est quand même hyper contradictoire de le mettre dans un plastique, cet aliment, pour lui donner ensuite. Comment il peut vérifier s'il est bon ? Enfin, ça va à l'encontre de ce réflexe de devoir sentir son aliment pour pouvoir le manger. L'odorat, c'est un signal d'alarme quand il se passe quelque chose. Quand il y a de la fumée, quand il y a une fuite de gaz, quand il y a quelque chose qui n'est pas consommable. Un yaourt tourné, périmé, ou de la viande avariée, normalement notre corps se met en alerte. On peut même avoir des sentiments de rejet assez vifs, comme une sensation de nausée, et de dégoût aussi, de dégoût forcément. Et normalement notre corps nous met en alerte qu'il ne faut pas consommer cet aliment par exemple. C'est vraiment un signal d'alarme important, l'odorat. Et ça on l'oublie souvent. Là, on évoque l'odorat comme quelque chose d'animal presque. Et le plastique et notre société moderne, finalement, elle nous coupe de ça. Oui.
Et on l'a bien vu d'ailleurs avec cette période Covid, ça c'est hyper intéressant, c'est qu'on a pris conscience de l'importance de cet odorat suite aux multiples anosmies. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat, partielle ou totale d'ailleurs. On peut perdre l'odorat pendant quelques jours ou ça peut être à vie. Et certains s'en sont rendus compte pendant le Covid, c'est que cette anosmie, elle peut être très très grave. Au-delà de l'aspect purement physiologique, c'est que mentalement, on peut aller de moins en moins bien avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut faire des dépressions très graves et souvent, on dit que l'anosmie peut amener au suicide par exemple. Parce que au-delà de l'aspect signaux d'alerte, reconnaître une nourriture bonne à manger, c'est qu'en fait l'odorat il sert à donner du goût à la vie. C'est sentir des choses qui nous font s'ancrer dans le quotidien, avec les gens aussi, sentir quelqu'un, au sens propre comme au sens figuré, mais c'est-à-dire l'identifier par son odeur et aussi quand on mange, parce que l'odorat en fait c'est ce qui donne du goût aux aliments. Le goût, c'est le salé, le sucré, l'amer, l'acide, l'umami, mais toutes les saveurs, c'est l'odorat qui l'apporte. Donc quand on perd l'odorat, quand on mange du papier, et ça suffit pas à prendre du plaisir. En tout cas, l'odorat est très intimement lié à la dimension de plaisir, au quotidien, dans tout. C'est une forme de relief en fait, qui est donnée à la vie, l'odorat. Et complètement, oui. Et d'ailleurs, l'odorat, je trouve, c'est un relief qu'on retrouve dans tous ces tableaux qui peuvent l'évoquer. C'est un élément en plus qui n'est pas là, qui n'est pas forcément peint au sens propre, mais qui l'est au sens figuré. Notre dernière étape de l'exposition. On parlait tout à l'heure d'intérieur, et là, avec la chambre de Van Gogh. La chambre de Vincent Van Gogh à Arles. Une huile sur toile de Vincent Van Gogh, peinte en 1889 et conservée aujourd'hui au musée d'Orsay. Il y a un rapport aux odeurs d'intérieur. Moi, j'ai toujours du mal à passer dans les cages d'escalier ou les halls d'immeubles. Quand je passe devant chez les gens, parfois on a les odeurs d'intérieur qui passent sous les portes. Et c'est des odeurs que je déteste sentir. Ça sent pas forcément mauvais, mais ça sent chez les gens. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu un voyeur, de voir en fait malgré moi quelque chose que je devrais pas voir. C'est les odeurs donc elles passent sous la porte. Et on sent au petit matin les odeurs de réveil, un peu de chambre à coucher et des choses comme ça. Et du coup, c'est des odeurs qui mettent très mal à l'aise, très très mal à l'aise. Ou le matin dans le métro ou dans le bus, sentir quelqu'un qui s'est lavé ou pas et qui porte sur lui, comme j'appelle souvent, son odeur de dodo en fait. C'est-à-dire, il se lève, il part au travail ou à l'école, et quand on passe derrière cette personne dans le métro, on sent cette odeur très intime. Et ça, j'avoue, ça met assez mal à l'aise. Enfin, c'est ce que m'évoque du coup ce tableau de Van Gogh de la chambre à coucher, qui là ne m'évoque pas quelque chose qui sent mauvais d'ailleurs, mais... Quelles sont les odeurs qui te viennent d'ailleurs quand tu vois la chambre de Van Gogh ? On a plutôt envie d'y être d'ailleurs, pour passer quelques jours en vacances dans le sud de la France, à Arles. Des odeurs qu'on a envie en fait de sentir quand on arrive en vacances, avec peut-être une odeur de linge propre, de savon, de drap séché au soleil, et puis ce parquet peut-être qui a été ciré. Ou... C'est pas les odeurs que je n'ai pas envie de sentir quand je passe chez les gens. Ça m'évoquerait plutôt quelque chose d'accueillant et une atmosphère assez fraîche en fait, avec ce bleu sur les murs. Et on se sent derrière des persiennes ou un rideau, une ruelle peut-être un peu plus chaude. Donc on a envie d'être dans cette chambre en tout cas. On a parlé de l'odorat comme mémoire, comme nostalgie, l'odorat comme signal d'alarme, comme goût de la vie. Et là, donc, l'odorat, ça permet de passer aussi sous les portes. Exactement, c'est vrai. Mais parfois malgré nous. Et c'est plus dur de s'empêcher de sentir que de fermer les yeux. Bah oui, quand on s'empêche de sentir, on s'empêche de respirer. Donc, et sentir, finalement, c'est la vie, non ? Pendant la visite, on a parfois profité des assises du musée pour se poser et poser à Patrice quelques questions. La première, d'où vient cette passion pour le parfum ? Comment ça m'est venu ? Alors déjà, ça m'est venu par une passion tout autre, qui est finalement très liée, c'est la passion pour la botanique. Je suis né en Haute-Savoie, à Annecy, donc en pleine campagne, et très vite, je me suis intéressé aux plantes, au jardinage, par ma grand-mère, notamment celle qui vivait à la maison avec nous. Et donc j'ai commencé à jardiner, avoir mes propres petits terrains dans le jardin où je faisais pousser mes plantes. Et je m'oriente du coup dans un cursus plutôt scientifique, avec l'idée de travailler dans quelque chose d'assez botanique. Donc je me retrouve à la fac à étudier tout sauf de la botanique. Et là, je me mets à plus rien faire, et au bout d'un an et demi, je me dis qu'il faut que je fasse autre chose, quoi, c'est pas possible. Et un jour, je devais faire un choix en tout cas dans des rosiers que je voulais planter dans mon jardin. Et je me rends compte sur ce magazine de vente de rosiers que chaque rose est en fait décrite par son parfum.
avec un petit schéma qui s'apparente à une pyramide, ce que j'apprendrai plus tard être une pyramide olfactive en fait. Et donc ils avaient classé très judicieusement leur rosier avec différentes notes, donc ça pouvait être pomme, citron, enfin c'était du très bon marketing en tout cas parce que ça donnait envie. Et donc je me prends de passion pour le parfum. Et pour moi la parfumerie c'est un bon compromis entre les sciences et l'art, et je me suis rendu compte ensuite qu'aussi dans le parfum il y a une énorme part artistique. Pour faire rêver les gens, les toucher personnellement, en tout cas essayer de les toucher, de leur donner des sentiments, pour rêver, pour pleurer. Faire pleurer quelqu'un, ça peut être extrêmement beau. Et c'est possible avec le parfum? Figure-toi que oui. Enfin, ça m'a surpris et je ne m'y attendais absolument pas. Je pense que déjà, ça ne se prévoit pas. C'est qu'un des premiers parfums que j'ai lancé, c'était une réédition d'un très très vieux parfum qui était sorti en 1947 et qui a été arrêté dans les années 50. Il s'appelait l'iris gris, donc à la fois très poétique et très mélancolique dans le nom. Il a été relancé sous le nom de l'iris de Fat, puisque c'était une création de Jacques Fat, le grand couturier de l'époque, qui a ensuite tombé dans l'oubli un peu, parce qu'il est mort très très jeune. Et dans les connaisseurs de parfums, ce parfum est resté très très connu. Et c'était un parfum qui est devenu très mythique du coup par le fait qu'il n'a pas été commercialisé très longtemps. Et c'était devenu presque une légende. Et on pouvait le sentir que dans un conservatoire à Paris. Et la marque a voulu le relancer, et donc j'ai pris le challenge alors que j'étais le petit gars qui venait de sortir de l'école. Voilà. J'étais passionné d'histoire du parfum, je connaissais ce parfum-là, j'avais envie de faire mes preuves, donc c'est peut-être la folie de la jeunesse qui m'a amené là. Donc je propose une interprétation, une version de ce parfum-là, et on remporte cette compétition. Et le jour de la présentation de ce parfum sur un très très grand salon à Milan, en fait plein de personnes forcément veulent venir le sentir, parce que c'est la curiosité de ce salon-là. Et en fait plein de gens se mettent à pleurer. Ils ne connaissaient pas forcément l'odeur de ce parfum-là à l'époque, donc c'est pas retrouver un parfum qu'ils avaient connu, c'était vraiment se retrouver face à une odeur qui les a fait pleurer. Alors de par le mythe qui a été construit autour de ce parfum-là sans doute, mais aussi peut-être que l'odeur déclenchait quelque chose, ou en tout cas l'un plus l'autre faisait qu'on arrivait à pleurer face à ce parfum-là. Je n'arrive toujours pas à l'expliquer, mais en tout cas c'est arrivé au moins 5 ou 6 fois lors de ce salon. Il était composé de quelle note olfactive ce parfum? C'est un parfum donc très ancien qui était principalement construit autour de l'iris, donc de la racine d'iris, puisque c'est pas la fleur qui est utilisée, c'est vraiment la racine qui est utilisée après séchage, etc. L'iris, en fait, ça peut sentir un peu la cave, un peu la carotte, un peu la violette. Ça donne ce sentiment d'odeur très poudrée, très iridescent, en fait, très scintillant, comme une sorte de poudre d'argent. Du coup, c'est un parfum qui est sur des codes très rétro. Il diffuse ce voile argenté, en fait, là où il passe, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, même si on met de côté tout l'imaginaire en elle-même, quand on sent cette odeur d'iris, la matière première en tout cas, on a vraiment tout un imaginaire qui peut se mettre en place autour de cette odeur-là. C'est une odeur qu'on ne connaît pas, plus complexe et très racinaire, qui fait écho à la nature, mais aussi quelque chose de très féerique en fait, et mélancolique. Ça pourrait être l'odeur de la mélancolie. Ça pourrait être l'odeur de la mélancolie, l'odeur de l'iris. Mais ce serait dur à expliquer si ça vient vraiment de l'odeur. Il faudrait presque faire des recherches pour voir si certaines matières premières font pleurer en fait. Direction maintenant la Grande Galerie, au premier étage de l'aile Denon, face au trésor de la Renaissance italienne. Ouais, c'est lui. C'est le Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna qui a retenu l'attention de Patrice. Peinte entre 1475 et 1500, cette tempéra sur toile nous domine du haut de ses 2,55 m. Et en fait, il y a un détail que j'aime particulièrement dans ce tableau. On a le pauvre Saint-Sébastien qui est complètement perforé de multiples flèches. Devant, au premier plan, tout en bas à droite, on a 2 archers qui sont en train de parler. Et derrière, en fond, une ville. Et en fait, il y a un détail particulièrement odorant, en tout cas dans ce tableau-là. C'est sur la gauche du Saint-Sébastien, un figuier. Un tout petit figuier d'ailleurs, encore tout jeune. Et ça, c'est un détail olfactif assez fort parce que ça a une odeur assez puissante. Ça paye pas de mine comme ça, mais en fait, quand il fait chaud, l'air se charge de l'odeur du figuier, une odeur lactée, donc avec cette odeur de lait de figue, mais moi que je trouve très sèche, très minérale. Et là, dans ce contexte-là, avec ces arches et cette colonne, ces ruines romaines, il est déjà à sa place, botaniquement parlant, c'est là où il pousse. Et lui, il n'est pas là par hasard. Symboliquement, dans l'art, le figuier, c'est un arbre de la connaissance, de la fertilité, et c'est le symbole de l'église. Donc là, on le voit, ce petit figuier, il pourrait passer inaperçu, mais je trouve qu'il donne beaucoup d'odeur en fait à ce parfum. Quand on le voit et quand on sait qu'il est là. tableau. À ce tableau, pardon, le lapsus. Mais oui, il donne beaucoup d'odeur à ce tableau.
Mais il faut savoir le voir, le dénicher. Après, il faut avoir l'œil d'un parfumeur doublé de botaniste peut-être parfois. Là, sur le tableau d'un Saint-Sébastien qui est transpercé de flèches et qui semble souffrir, est-ce qu'il y a des notes olfactives qui peuvent représenter la souffrance ? Oui, il y a des odeurs qui peuvent représenter la souffrance, mais je pense qu'elles sont propres à chacun. De par ses souvenirs, on revient à cette chère Madeleine de Proust qui peut autant procurer ce sentiment de bien-être très voluptueux, de retrouver l'odeur de l'être aimé, que faire du mal. Parce que ça rappelle justement l'être aimé peut-être perdu. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi avec ces odeurs, et c'est ce que j'aime avec ce sentiment peut-être un peu masochiste de la nostalgie, de revivre quelque chose, mais quelque chose qu'on a perdu, c'est se faire un peu du mal finalement. Mais les odeurs, c'est intimement lié à ça et j'adore. Toi, par exemple, si je te dis nostalgie, justement, quelles odeurs, quelles notes olfactives te viennent en tête ? Le figuier en fait partie, d'ailleurs. Très lié à mes souvenirs, à des destinations où j'étais bien. C'était peut-être des vacances que j'avais pas vécues depuis très longtemps à ce moment-là. Et du coup, elles avaient une valeur toute particulière. Et il y avait ce figuier qui était très odorant. Et à l'époque, je m'en suis pas trop soucié, en fait. Et c'est que des années plus tard que j'ai mis un nom, un mot et une plante sur cette odeur-là et une valeur, du coup, à se souvenir. Et il y en a d'autres. Ça peut être les odeurs de foin dans la campagne. Quand je les sens maintenant, je me rends compte qu'elles me manquent. Elles me manquent quand je suis à Paris. Ça peut être des odeurs même d'étables, de fermes, que j'ai vécues depuis tout petit et qui maintenant me paraissent très loin et en même temps très proches quand j'y pense. Parce qu'elles sont toujours là quelque part dans un coin de mon cerveau. Ça peut être le parfum de ma mère quand j'étais petit, elle le porte plus d'ailleurs. Pour la petite anecdote, elle est arrivée à la fin de ce parfum-là et je me souviens que sans lui dire, j'avais gardé le flacon, je l'avais rangé dans une boîte sous mon lit et je l'ai retrouvé des années plus tard. Et quand je l'ai ressorti, elle m'avait dit mais tu l'as encore ce truc ? Et je dis oui, je l'ai encore, parce que pour moi à l'époque c'était inconcevable que je perde cette odeur-là. Et maintenant quand je le ressens, que je ressors ce flacon-là, ça me serre le cœur et ça me fait exploser mille choses dans la tête. Autant de la peine que de la joie. Je pense que c'est peut-être une des expériences les plus fortes sur cette relation à l'odeur en fait, ce sentiment de pouvoir perdre une odeur. Et du coup je suis particulièrement touché quand les gens me parlent de ça, de souvenirs olfactifs. Quand on parle de parfums qui peuvent s'arrêter sur le marché, qu'on ne retrouvera plus, c'était l'odeur de mon père, de ma mère, de mon arrière-grand-mère, etc. Quand les gens me parlent de ça, moi ça me touche. Enfin, je comprends trop bien ce qu'ils peuvent vivre du coup. Assis sur un banc, intermède sur l'histoire d'un parfum. La parfumerie, elle a été marquée par les deux guerres. Elle a été marquée par toutes les crises qu'on a connues aussi, des années 30 aux années actuelles. Ça a été marqué par le sida, ça a été marqué par le Covid. Je parlais du sida à l'instant, mais c'est un exemple assez intéressant parce qu'il est facile à comprendre. C'est que les années 90, elles ont été marquées par une vague de parfums beaucoup plus hygiénistes, beaucoup plus propres, venus des États-Unis. Parce qu'eux adorent ce sentiment de propre qui n'est pas non plus basé sur les mêmes odeurs qu'on peut avoir en Europe. Et dans les années 80 et jusqu'aux années 90 en tout cas, il y a eu beaucoup de bruit autour du sida, on prend conscience de ce que c'est. Et forcément, il y a un sentiment de peur qui submerge les populations, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Et donc on a envie de se protéger. Et pour pallier à une maladie, c'est le sentiment de propre. Dans la parfumerie arrive toute une vague de parfums propres. Propres à l'odeur de l'eau, l'Odyssée notamment, en 92. L'Odyssée est dans la continuité de ce besoin de se laver de plein de choses en fait, autant des mauvaises odeurs que d'une vie aussi peut-être dans les grandes villes qui n'est pas forcément très saine et très propre. On prend de plus en plus conscience de l'écologie, qui est encore toute relative à l'époque, comparé à ce qu'on fait maintenant, mais en tout cas voilà, à l'époque on prend conscience que la nature est fragile. Du coup, la parfumerie, l'histoire du parfum est intimement liée aux époques. Et à des mouvements artistiques aussi, et à tout ce qui peut se passer dans la vie des gens. Le parfum s'inspire et prend la température, en tout cas, de ce qui se passe dans l'époque où il s'ancre. Et du coup, ça donne naissance à des grands classiques de la parfumerie. Très important à connaître quand on est parfumeur, quand on est étudiant en parfumerie, puisque c'est sur eux que va se bâtir tous les parfums de demain. Comme dans tous les domaines, que ce soit dans la couture, dans l'architecture, on s'inspire forcément de ce qui a déjà été fait pour ensuite emmener tout ça ailleurs. Après avoir passé la Joconde et son cortège d'aficionados, nous voici maintenant dans le département des peintures françaises, salle 701. Face à nous, une huile sur toile de Jean-Auguste Dominique Ingres, peinte en 1814, la fameuse Grande Odalisque.
qui n'a pas l'air d'avoir froid, elle en tout cas, dans cette salle pourtant où il fait quand même plus frais, c'est sûr. Elle est là, langoureusement allongée sur son lit, avec beaucoup de tentures autour, et ce qui donne ce sentiment d'intérieur très cossu. On est dans du bleu, du doré, du blanc, et elle est allongée au milieu. Les odalisques, c'était les femmes de chambre dans les harems du sultan. Du coup, on a cette richesse d'intérieur. On imagine ce sultan vivre dans ce confort, et du coup dans une certaine volupté aussi. Et on a dans cet intérieur, on voit sur la droite, un brûle-parfum et une pipe à opium posée contre ce brûle-parfum. Synonyme que le parfum est peut-être un plaisir, en tout cas des vertus peut-être qui se rapprochent de l'opium. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il se passe aussi quelque chose d'olfactif dans cet intérieur. Et forcément, ce tableau fait écho à des époques où on utilise abondamment des parfums, souvent sous forme de fumigation ou d'aspersion d'eau odorante. Là, on voit que le brûle-parfum est en action, avec une fumée qui s'élève et du coup des odeurs sans doute d'encens, de résine brûlée, de la myrrhe, de l'opoponax, etc. Et quelque chose de presque suffocant. On comprend pourquoi peut-être cette pipe à opium se trouve à côté de ce brûle-parfum. C'est ce sentiment de respirer, d'ingérer des fumées parfumées et qui peuvent mettre dans un état peut-être second d'ailleurs. Et du coup, ça fait écho à une époque où l'utilisation du parfum est différente, en tout cas de celle qu'on fait actuellement. Longtemps d'ailleurs, surtout en Europe, l'utilisation du parfum, c'était synonyme de plaisir, de prendre du plaisir en tout cas, et des plaisirs qui n'étaient pas vraiment tolérés par l'Église. Et donc l'Église a très vite diabolisé le parfum, tout le côté charnel en tout cas de la parfumerie évidemment, et ce rapport au corps aussi finalement. C'est pour ça que pendant très longtemps, c'était plutôt les prostituées en fait qui se parfumaient énormément. Alors soit pour appâter le chaland, je ne sais pas, mais on a une rue d'ailleurs à Paris qui s'appelle la rue du Petit Musc, donc qui prend son nom dans un ingrédient de la parfumerie, le musc. Et justement, c'était une rue fréquentée par les prostituées il y a très très longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a deux cultures de la parfumerie. Il y a cette culture très européenne et une culture beaucoup plus orientale de la parfumerie. Et donc, cette odalisque, elle évoque des voluptés liées à l'odorat. Et on peut imaginer ces odeurs à la fois très douces, très réconfortantes. Et ce moment un peu suspendu et du coup un peu embué dans ces vapeurs d'opium et d'encens. Mais en même temps, cette odeur de brûlé, en fait, puisqu'on est quand même dans la combustion du parfum à cette époque-là, en tout cas dans cette scène-là. Donc c'est pas du tout la même utilisation, en tout cas les mêmes odeurs que la parfumerie actuellement. Tu parlais de l'histoire du parfum comme l'histoire de l'art, et justement, comment s'inscrit le parfum dans les musées ? Dans les musées, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui s'y passent du point de vue olfactif. En tout cas, on peut faire rentrer l'olfactif dans les musées, c'est important, et on peut le faire rentrer sous sa forme héritage culturel de l'odeur. Faire rentrer des odeurs au patrimoine olfactif, comme par exemple, je sais pas, l'odeur du feu de bois, tout simplement, qui est quand même peut-être l'odeur la plus ancienne à laquelle l'homme est confronté. D'ailleurs, parfum, ça vient de perfumum, par la fumée du feu qui nourrit l'homme, enfin qui lui sert à se nourrir, en tout cas à se protéger, à se chauffer, mais aussi par la fumée pour communiquer avec les dieux. Donc c'est de là que vient l'origine de la parfumerie. Donc ça montre bien que le parfum est intimement lié à l'homme, comme les arts en général. Et donc on peut le faire rentrer donc, sous cette forme vraiment culturelle et patrimoniale, comme l'odeur de la fumée, l'odeur de l'encens, l'odeur, même ça peut être l'odeur d'une autre partie du monde, d'un autre peuple, qu'il ne faudrait pas perdre en fait. Parce que, comme plein de choses, plus le temps passe, plus certaines choses s'oublient et disparaissent et c'est compliqué de les retrouver. Je pense que ça, c'est à valoriser et j'espère que dans les années qui arrivent, en tout cas, il y aura de plus en plus de recherches liées à ça et de sauvegarde de ce patrimoine. Donc oui, en fait, une exposition autour de tout le patrimoine olfactif et qui serait centrée sur l'odorat, ça fonctionnerait, c'est sûr. Et ça toucherait beaucoup de monde. Et c'est en ça que pour moi, le parfum est un art à part entière. Parce qu'il bénéficie en fait des mêmes capacités à s'adapter à l'homme, à l'histoire et à l'époque. On espère que cette visite sensorielle vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Patrice Revillard et ses créations, rendez-vous sur son site internet maelstrom-paris.fr et suivez-le sur son compte Instagram @patrice.rdv, une occasion de suivre les actualités, les inspirations et les coups de cœur d'un parfumeur. Et vous avez jusqu'au 23 janvier 2023 pour découvrir l'exposition Les choses, une histoire de la nature morte au musée du Louvre.
D'ailleurs, le musée organise des visites olfactives en lien avec l'exposition. La prochaine et dernière aura lieu le 21 janvier. Infos et réservations sur le site du musée du Louvre. Nous tenons à remercier chaleureusement les équipes du musée du Louvre pour leur accueil et pour avoir permis cet enregistrement. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.